Bonsoir. Nous sommes en 1943 aux États-Unis, à Virginia Beach, sur la côte atlantique, à environ 500 km au sud de New York. New York, d'où vient d'arriver en fin de matinée Suzy. Pour elle, c'est le voyage de la dernière chance. Les médecins ne lui ont pas caché en effet la gravité de son mal. La tuberculose, au début des années 40, on en meurt encore. L'homme qu'elle vient voir à Virginia Beach, toute la presse américaine en parle, et depuis fort longtemps. Il s'exprime en dormant, ce qui est déjà assez bizarre, mais surtout quand il dort, lui qui n'y connaît absolument rien à la médecine, il porte des diagnostics très précis et il suggère des traitements dont on dit qu'ils réussissent à 90%. La jeune femme n'y croit pas du tout, mais comme elle n'a rien à perdre, elle a quand même fait le voyage. Mise en sommeil donc par son épouse dans son cabinet, cet homme se met alors à parler, à expliquer que Suzy souffre d'une infection pulmonaire dont il décrit très exactement la nature et l'ampleur, et que cette affection pulmonaire est due à un traumatisme ancien à la colonne vertébrale. Alors là, Suzy a un choc. Personne, en effet, sauf sa mère, ne peut savoir que 15 ans plus tôt, elle est tombée d'un arbre et qu'elle s'est gravement blessée au dos. Et puis, toujours endormi, l'homme se met à suggérer un traitement très précis, des exercices physiques et un régime très sévère. À son réveil, il ne sait absolument pas ce qu'il a bien pu dire, mais peu importe, son assistante a tout noté. Suzy suivra à la lettre ses instructions. 3 mois plus tard, son médecin traitant est stupéfait, elle est complètement guérie. Cet homme d'origine modeste, sans diplôme, sans culture et que les Américains appelaient Monsieur Mystère, c'était Edgar Cayce. Edgar Cayce mort en 1945. Mais aujourd'hui encore, ils sont très très nombreux à étudier son enseignement dans la fondation qui porte son nom. Eh bien, Mystère, ce soir, entre autres histoires extraordinaires, va vous raconter le destin hors du commun d'Edgar Cayce, le plus grand médium américain. Mais auparavant, comme d'habitude, voici en quelques images le programme de rentrée de Mystère. On l'appelle le trésor de Rommel. C'est peut-être celui du Négus, l'or de la reine de Saba, récupéré par les Allemands lors des campagnes d'Éthiopie. Après bien des péripéties, il aurait été coulé au large du Cap Corse en 1943. On le cherche encore. Anne-Marie, la révolutionnaire de 1848. Une jeune femme retrouve dans le Paris d'aujourd'hui tous les détails d'une voyance sur sa vie au siècle dernier. Un cas établi de réincarnation. Dans leur hôtel, Carmen et Pierre Tisserand connaissent le pire. Après 1 an de cauchemar, ils déménagent et les phénomènes continuent comme si les démons les avaient suivis dans leur nouvelle demeure. Il faudra à Carmen un exorcisme pour retrouver la paix. Le plus grand médium américain. Mort en 1945, Edgar Cayce. D'origine modeste et sans diplôme, il livrait des diagnostics précis et des traitements efficaces durant son sommeil. Il a guéri des milliers de ses concitoyens et en a sauvé beaucoup d'une mort certaine. Le destin exceptionnel de Marthe Robin, la stigmatisée de la Drôme, une sainte pour certains, une malade pour d'autres, toujours est-il qu'elle a vécu pendant 50 ans sans manger, ni boire, ni dormir. Il y a des mystères qui ne doivent rien au surnaturel ou à l'invisible, mais qui peuvent être tout aussi fascinants. Et c'est en général le cas des histoires de trésors. Celle que vous allez suivre maintenant constitue sans aucun doute l'un des plus grands mystères de la Deuxième Guerre mondiale. Et d'ailleurs, elle continue d'enflammer les imaginations. Voici l'histoire du trésor de Rommel. Cet homme, bavardant paisiblement avec sa femme, s'appelle Peter Flegg. Il est allemand. Sous-officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale, il affirme depuis plus de 45 ans que le trésor de Rommel est dans les eaux corses, au large de Bastia. Je suis le seul témoin survivant. La légende du trésor de Rommel a commencé le 3 juin 1948 à Trèves. La guerre est finie depuis 3 ans. L'Allemagne est maintenant occupée par les Alliés. Trèves est dans le secteur d'occupation français. Ce matin-là, un jeune Allemand se rend au commissariat central. Ayant affirmé qu'il a de précieux renseignements à fournir aux Alliés, on le dirige vers le bureau de l'officier de police judiciaire en charge, un Alsacien nommé Jean-Paul Scherer. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. L'inspecteur Scherer va alors entendre une étonnante confession. En 1943,
La Corse, occupée par l'armée allemande, est sur le point d'être délivrée par les Alliés. Dans la débâcle, les SS ont coulé un trésor dans les eaux territoriales. Le jeune homme a participé à l'opération. Lui seul sait où le trésor est immergé et il propose un marché. Ayant une formation de scaphandrier, il voudrait que le gouvernement français monte une expédition et l'envoie en Corse faire des recherches sous-marines. Vous me laissez 2 minutes? Je vais voir avec mon collègue. Hein? L'inspecteur Scherer est intrigué. L'ancien SS dit peut-être la vérité. De toute façon, tous les renseignements fournis par des officiers du Troisième Reich doivent être consignés. Mon collègue va prendre votre déposition. Bonjour, monsieur. Voilà. Vous allez un peu réexpliquer tout ça. Alors, on commence par le début. Nom, prénom, âge, qualité. Le jeune homme dit s'appeler Peter Flegg. En septembre 1943, l'île de Beauté vit ses dernières semaines d'occupation allemande. Les nazis sont en train de perdre la guerre. Il va leur falloir se replier sur l'Italie. Le 16 septembre, dans un monastère au-dessus de Bastia, un groupe de SS charge un trésor. Ce fabuleux butin est arrivé de Libye par bateau quelques jours plus tôt, puis fut caché dans ce monastère et gardé sous haute surveillance. Il s'agit en fait de 2 trésors. D'une part, le fruit des pillages de l'armée allemande en Afrique du Nord, auquel s'est ajouté le trésor du Négus, le richissime descendant de la reine de Saba. Les SS sont fébriles. Ils ont pour mission de charger les précieuses caisses sur 2 camions et de les transporter au port dans les plus brefs délais. L'opération doit avoir lieu dans le plus grand secret. On a interdit aux moines de sortir. Il ne faut pas de témoins. Pourtant, certains moines raconteront plus tard qu'ils ont vu une partie du chargement, de l'or et des pierres précieuses. Et les précautions prises par les soldats montraient bien qu'il ne s'agissait pas d'un chargement ordinaire. La route du monastère jusqu'au port a été fermée à la circulation. Peter Flegg fait partie des 3 officiers qui sont en charge du convoi. Un tel chargement peut exciter bien des convoitises. Et les Allemands craignent une attaque des maquisards. Le matin, on a donné l'ordre de vider les rues principales du quartier. Les habitants sont sommés de rester chez eux et de fermer leurs volets. C'est dans une ville pour ainsi dire déserte que le convoi s'arrête. Mais les SS redoublent de précautions. Avant de décharger les camions, ils vont s'assurer qu'il n'y aura aucun témoin indésirable. Malgré cela, à travers les volets, certains apercevront les caisses en métal que transportent les soldats. Des caisses qui paraissent bien lourdes. Ceux qui ont vu le chargement des caisses se demanderont longtemps ce qu'elles pouvaient bien contenir. Puis, le chargement est placé sur une barge qui prend la direction de l'Italie. Mais le voyage est dangereux. Les Alliés sont partout. Quelque part, entre Bastia et la base de repli de La Spezia, une escadrille américaine attaque. Les Allemands décident de couler leurs précieux chargements. Le trésor de Rommel entre dans la légende. L'inspecteur Scherer est stupéfait par le récit détaillé de Peter Flegg. Se pourrait-il que l'Allemand dise la vérité? Scherer décide d'alerter ses supérieurs. Il appelle le ministère. Allô, le ministère de l'Intérieur? Le gouvernement est tout de suite intéressé. Des fonds seront débloqués. Un ingénieur,
Rodolphe Lobenberg dirigera les recherches avec une entreprise spécialisée dans la récupération d'épaves. Le fonctionnaire a donc immédiatement averti le ministère des biens ennemis, je crois que ça s'appelait comme ça, qui a pris la décision de faire venir immédiatement le scaphandrier en Corse. Et c'est là où l'histoire a débuté. Donc le scaphandrier a débarqué et il m'a dit, oui, moi j'ai coulé le trésor de Rommel par 53 mètres de fond au large de l'embouchure du Golo. L'équipe va faire des recherches pendant tout le mois d'octobre 1948. L'ingénieur en charge a divisé la zone indiquée par Flegg en plusieurs secteurs. Jour après jour, l'Allemand qui se prétend scaphandrier professionnel va plonger. Mais c'est une déception quotidienne. Le SS revient toujours bredouille et l'ingénieur Lobenberg commence à avoir des doutes. Le trésor de Rommel existe-t-il vraiment? Flegg a-t-il dit tout ce qu'il savait? A-t-il donné les vrais repères? En Corse, les nouvelles vont vite et toute la ville parle de ce scaphandrier allemand chargé de retrouver un trésor. Mauvaise journée, hein? Ce trésor, Lobenberg y croit de moins en moins. L'Allemand semble inexpérimenté pour un scaphandrier professionnel. Et puis, il parle trop. Ce type-là fabulait complètement. Complètement. Il n'y a rien qui ressemblait à quoi que ce soit. J'en ai toujours rendu compte. Et puis finalement, tout le monde était au courant de ce sacré trésor. Il passait ses soirées avec des filles dans les bars de Bastia. Il vendait son trésor à tout le monde. Le trésor est dans la... Les récits fabuleux de Flegg intéressent beaucoup de monde. En particulier une jeune femme qui est apparue un soir. Elle s'appelle Louisette. Elle est jolie et, chose rare, elle parle allemand couramment. Flegg est séduit. Dans la journée, il continue ses plongées. Mais maintenant, c'est à Louisette qu'il pense quand il est au fond de l'eau. S'il retrouve ce trésor, il pourra peut-être refaire sa vie avec elle. Et Flegg commence à échafauder un plan. Dès qu'il aura localisé le trésor, il prendra des points de repère et il gardera le secret. Plus tard, il reviendra le chercher sans l'équipe du ministère. Tous les soirs, il a hâte de retrouver la belle Louisette. Elle a gagné sa confiance, il est amoureux. Et puis un jour, en rentrant, Flegg annonce une grande nouvelle. Tu sais, Louisette, j'ai trouvé le trésor. Le lendemain, à l'aube, Louisette quitte la chambre sans bruit. Où va-t-elle? Flegg ne la reverra jamais. A-t-elle été prévenir quelqu'un que l'Allemand avait localisé le trésor? Louisette disparaîtra de Bastia aussi brusquement qu'elle y était arrivée. Et 1 heure plus tard... Police, vous vous appelez Peter Flegg? C'est bon, venez nous suivre. Et Peter Flegg a été incarcéré uniquement parce que il avait eu la faiblesse de dire « cette fois, nous y sommes, c'est là. C'est là. » À partir de ce moment-là, il devenait quelqu'un de particulièrement intéressant, il devenait une cible, c'est mon point de vue. Je l'ai toujours pensé, je continue de le penser. Y avait-il eu ordre d'éloigner l'Allemand puisqu'on pensait savoir où était le trésor? À sa sortie de prison, Flegg disparaîtra mystérieusement. À 6h30, je suis donc allé à la maison d'arrêt et le gardien qui était là me dit « mais il est déjà sorti ». Comment il est déjà sorti? Oui, un inspecteur de police est venu le chercher et l'a emmené. Alors, nous avons pensé que, l'inspecteur de police, nous le connaissions, nous avons pensé qu'il y avait une autre affaire contre lui, et puis c'est tout. Et c'est comme ça que Peter Flegg a disparu de Bastia. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je ne l'ai jamais plus vu. Alors, que s'est-il vraiment passé? Oui. À partir de ce moment-là, ma vie s'est mal passée. On m'a caché à Bastia. Ceux qui m'ont caché étaient des bandits. Ils voulaient profiter de moi.
Je l'ai vite compris. Et pour moi, comme on dit en allemand, c'était finish. Flegg disparu de Bastia, la légende continue et les rêves aussi. Tout le monde cherche le trésor. Les années passent et l'on sort de nombreuses épaves des eaux corses, quelquefois des paquebots entiers. Un journaliste anglais retrouve la piste de Flegg. Il a changé de nom et il vit en Allemagne. Une expédition est montée en 1963 grâce à un milliardaire américain qui prête son bateau, le Sea Driver. Mais le trésor reste introuvable. Les recherches continuent, les pistes se multiplient au cours des années. Cela fait maintenant plus de 20 ans que le trésor de Rommel fait rêver les chasseurs d'épaves. Un milliard tout seul au fond de l'eau et qui ne demande qu'à être... En 1976, c'est en regardant un film à la télévision, L'œil du monocle, qui traite de la recherche d'un trésor nazi en Corse, que Daniel Kidor va commencer à s'intéresser au trésor de Rommel. Daniel Kidor a fait partie des services secrets français. Il sait mener une enquête. Il lit tout ce qui a été écrit sur les épaves en Corse. Il apprend que Flegg est vivant, qu'il habite à Fribourg, et il le trouve tout simplement dans l'annuaire. Kidor va longuement interroger l'ancien SS. Il le verra plusieurs fois et va peu à peu reconstituer le puzzle. Il peut mentir une fois, 2 fois, il ne peut pas mentir pendant 15 ans. Hein, je l'ai interrogé 8 fois avec 8 interprètes différents. S'il mentait, il se serait coupé inévitablement un jour ou l'autre. Dans les explications de Flegg, il y a de nombreuses zones d'ombre. Mais Kidor est certain que l'Allemand, pendant ses plongées en 1948, a en effet repéré les caisses contenant le trésor. Pendant 10 ans, Kidor va monter plusieurs expéditions de recherche. Flegg lui avait révélé un détail important, qu'il avait toujours caché auparavant. Quand il a vu les caisses, il avait remarqué qu'elles n'étaient pas loin d'une épave d'avion, un chasseur bombardier. En 1990, Kidor et son ami Michel Carrega, champion olympique de tir, repartent à la chasse. Mais 42 ans se sont écoulés depuis la découverte de Flegg. L'Allemand ne se souvient plus exactement où il avait plongé le jour où il a vu les caisses et l'avion. Pourtant, Kidor et Carrega ne se découragent pas. Jusqu'à la deuxième barrière, ça nous fait quand même presque 7000 nautiques. Sur 7000 nautiques à ratisser, tu sais, ça fait quand même une grande surface. Et enfin, un jour, ils vont faire une découverte importante. Kidor maintient que cet avion pourrait être un repère pour trouver le trésor de Rommel. Donc nous sommes restés dans cette zone-là. Nous n'avons jamais rien trouvé. Tous les ans, on s'éloigne un peu plus, on cherche un petit peu plus, mais toujours en gardant comme point de repère cet avion militaire. L'épave du chasseur américain est à 35 mètres de profondeur. C'est le premier élément matériel qui confirme les déclarations de Flegg. Est-ce l'épave qu'il a vue en 1948? Et si c'est le cas, où sont les caisses du trésor? Chacun dit de faire ce qu'il veut et de croire ou de ne pas croire. Maintenant, peut-être que le trésor existe, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce trésor de guerre, a-t-il été véritablement immergé dans la région de Bastia? Je crois qu'on ne le saura jamais. À un certain moment, on a pu croire qu'il avait été trouvé. À certains autres moments, on s'est dit, il y a toujours la possibilité de le trouver. Et je crois que ça a fait rêver beaucoup de monde et beaucoup de générations. Je crois qu'un jour, le trésor sera retrouvé sans mon aide. Quel que soit l'endroit où se trouve le trésor aujourd'hui, ou bien s'il est encore dans ses caisses autour du camion, ou bien s'il est dans une banque suisse... eh bien, bonne chance à celui qui l'a trouvé ou qui le trouvera. Le trésor de Rommel est-il encore enfoui dans les sables au large de Bastia? Peut-être un jour trouvera-t-on enfin ce fabuleux butin d'or et de pierres précieuses. Voilà, le mystère du trésor de Rommel. Et à mes côtés, pour essayer de prolonger un peu tout ce que le film a suscité comme question dans vos esprits, Jean-François Serres, qui est l'auteur du livre Le Trésor de Rommel, et lui, vous le reconnaissez, le plongeur, Daniel Kidor. Vos dernières recherches remontent à l'été 90, vous y retournez quand
dans les eaux corses. J'y étais à la fin du mois de juillet. On a du mal aujourd'hui à comprendre, je m'adresse aussi bien à vous, Daniel Kidor, qu'à Jean-François Serre, on a du mal à comprendre comment, en 1948, sur la foi de déclarations quand même assez fantaisistes, le gouvernement français, qui avait quand même d'autres chats à fouetter, a pris ces déclarations au sérieux et a débloqué 1 million, ce qui à l'époque était énorme, pour financer l'expédition que réclamait Flegg. Comment comprendre ça aujourd'hui, Jean-François Serre? Oui, on peut le comprendre facilement. D'abord, on avait trouvé d'autres trésors. Donc l'histoire des trésors cachés par les Allemands était tout à fait vraisemblable. Ensuite, la France avait désespérément besoin d'argent, d'or plus précisément. Donc dans la fièvre de l'après-guerre, c'est explicable. Ce qui est moins explicable, c'est que les déclarations de Peter Flegg, les premières déclarations de Peter Flegg à l'inspecteur Scherer comportaient des invraisemblances totales, et que ces invraisemblances ont franchi tous les stades de vérification du gouvernement français. Est-ce qu'on a une idée de l'origine et de la valeur de ce trésor? On parlait du trésor du Négus, de l'or de la reine de Saba, pris par l'Africa Corps à Addis Abeba, etc. Il y a deux trésors. Non, mais celui qui est important, Celui qui est important est double. D'après mes recherches, est double. D'une part, il y a tout ce que les armées allemandes ont volé en Afrique du Nord. D'autre part, il y a effectivement le trésor du Négus. Ça, c'est un point très intéressant, parce que dans sa première déclaration, Flegg a décrit le trésor en parlant de croix épiscopales, de pièces d'or anciennes, de joyaux. Enfin, une vision très enfantine du trésor. Et puis ensuite, beaucoup plus tard, à la fin de mon enquête d'ailleurs, j'ai découvert qu'un trésor de ce style avait effectivement très probablement été transporté d'Addis Abeba à Tunis par les Italiens, par une équipe italienne. Je l'ai appris, alors là c'est passé par les services secrets français, et l'affaire a été apportée par un monsieur qui a fait beaucoup parler de lui ensuite, puisque c'était Georges Pack, le fameux espion français, l'espion du siècle, haut fonctionnaire français, oui. Voilà. Bon, trésor du Négus, ça fait rêver. Et on peut aujourd'hui, en francs de nos jours, apporter une estimation de ce trésor qui dort peut-être encore dans les sables au large du Cap Corse? Le trésor du Négus, non, parce que il faudrait savoir combien ce serait chiffré lors d'une vente publique. Chez Sotheby, par exemple, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais 4 des caisses contenaient chacune 600 lingots d'1 kilo d'or, et 2400 lingots d'1 kilo d'or, c'est un prix fixe, je dirais. Ouais. Et il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça. Ouais. Vous dites chacune des caisses contenait 600 kilos d'or. Oui. Ça représente combien d'argent aujourd'hui? Ça représente 36 millions, je crois, chaque caisse. Chaque caisse. Parce que le lingot est à 60 millions. Déjà 3 milliards 600 millions de centimes par caisse. C'est déjà pas mal, plus le reste. Daniel Kidor, dans le film, vous faites une supposition qui laisse rêveur. Vous n'écartez pas, mais est-ce raisonnable que ce trésor ait peut-être été retrouvé secrètement? C'est possible, vraiment? Techniquement, c'est difficile, parce que c'est très lourd, et emmailloter des caisses de 600 kilos au large de la Corse, et pas très loin de la côte, et ne pas se faire voir, c'est vraiment très, très dur. Surtout avec toute la population corse qui est au courant de cette affaire depuis plus de 40 ans. Il paraît qu'il y a eu des recherches récentes menées par des Allemands avec un petit sous-marin de poche. Oui, il y a 3 ans maintenant, je crois. 3 ans, une équipe allemande est venue, avait affrété un bateau de travail à Marseille d'ailleurs, qui comportait un sous-marin de poche. Ils sont venus sur la zone, ils ont mis leur sous-marin à l'eau, ils ont eu le temps de le mettre une fois. La deuxième fois, ils avaient la gendarmerie maritime sur le dos. Ils étaient priés de repartir instantanément. Autrement, le matériel était confisqué. Bon, alors, il est impensable qu'il ait été récupéré secrètement. Les recherches... difficiles. Officiellement, si tant est qu'il s'agisse de recherches officielles, à part vos petites plongées, Daniel Kidor, d'estivant au mois de juillet dernier, il y en a d'autres qui sont en cours? Il y a des projets importants, avec des moyens? Je ne sais pas. Difficile à savoir, parce que les gens ne s'en vantent pas, étant donné que de toute façon, les recherches sont interdites. Et s'ils déposaient un permis de recherche et qu'ils trouvaient quelque chose, cela irait à peu près à 100% à l'État français. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Si je retrouvais ce trésor, j'ai rien pour moi.
Très peu de choses. Le tribunal de commerce estimera vos frais et vous les remboursera. Bon, en tout cas, avis aux amateurs, 36 millions d'or et beaucoup d'autres choses par caisse. Combien de caisses? 4 caisses de... 4 caisses. Ah oui, 6 caisses en tout, mais 4 caisses de lingots d'or. Une caisse comportant des joyaux. Alors, dans la partie du trésor ramassé en Afrique du Nord. Comme il y a certainement des plongeurs parmi les téléspectateurs de Mystère, peut-être que vous allez ce soir susciter des vocations. L'eau n'est pas encore trop froide. Nous sommes en septembre. Bonne chance à tous ceux qui voudraient aller plonger au large du Cap Cos. Et vous, Daniel Kidor, si vous continuez, eh bien, je vous souhaite de bonnes plongées. Jean-François Serre, merci. Votre livre est passionnant. Ça se lit comme un roman policier, mais c'est en plus de ça un livre historique. Bien, merci messieurs. Et puisque vous êtes des nôtres ce soir, je vous signale et je signale à tous les téléspectateurs que à la fin de cette émission, dans le journal de Marielle Fournier, il sera question d'un autre trésor qui vient d'être retrouvé en France, dans le Lot-et-Garonne. C'est le trésor des Visigoths. La réincarnation ou les vies antérieures, ce qui finalement est pareil, même si plus de la moitié de l'humanité y croit, ce sont des notions qui sont complètement étrangères à notre culture occidentale, qui est à la fois rationaliste et chrétienne. Pourtant, il arrive que chez nous, quelqu'un se découvre une vie antérieure. Et là où ça devient vraiment troublant, c'est quand on en retrouve les preuves dans sa vie présente. C'est ce qui est arrivé à Anne-Marie. L'une des questions fondamentales que se pose l'homme depuis des siècles, l'un des plus grands mystères de la création. Y a-t-il quelque chose après la mort? Des milliards de gens le croient de par le monde. Pour certains, la mort est une fin. Pour d'autres, l'âme survit au corps, et pour d'autres encore, l'âme s'incarne de corps en corps jusqu'à ce qu'elle ait atteint la pureté et la sagesse. C'est le mystère de la réincarnation. Est-il donc possible que nous ayons déjà vécu? Il est certain qu'en Occident, nous voulons essayer de tout prouver et nous essayons de comprendre et de prouver si la réincarnation existe, si la survie existe. Mais d'autre part, il est clair que une grande partie de l'humanité croit en la réincarnation, beaucoup de gens croient en la survie. Et ça, bien sûr, c'est très troublant et ça laisse le mystère entier. Pascale Lafargue, elle, est persuadée que nous avons des vies antérieures. Elle en est persuadée car elle a vécu une aventure étrange. Et cette aventure est pour elle une preuve que la réincarnation existe. Pascale a depuis l'enfance des dons de voyance très prononcés. Mais elle n'en a pas fait son métier. Elle est hôtesse dans une compagnie aérienne. Tout a commencé le 8 mars 1988. Pascale avait alors 28 ans. Et c'est après une journée de travail qu'elle a décidé, certains de ses collègues, à tenter avec elle une curieuse expérience. Pascale veut essayer de voir dans les vies antérieures de l'un d'entre eux. La plus sceptique du groupe, c'est Anne-Marie. Ils essaient tous de la convaincre d'être le cobaye de la séance. C'était presque tout par curiosité au départ. Parce qu'on en avait discuté, parce que ça m'intéressait. Et la manière dont elle en parlait m'a poussée à en savoir peut-être un peu plus. Tout en étant très critique et en y croyant, disons, je n'y croyais que, disons, 2%. Alors on va commencer. Anne-Marie a donc essayé de se prêter au jeu. Et Pascale va commencer la séance. Elle va essayer de se concentrer sur Anne-Marie. On va se concentrer donc tous sur Anne-Marie. Voilà, vous allez poser vos mains aussi également, tous. Hein, et on fait le vide pendant quelques secondes et on se concentre tous. Autour de la table, avec Pascale et Anne-Marie, il y a Louisa et Jean-Paul. L'intérêt, c'est d'essayer de démontrer, pas scientifiquement puisqu'on ne peut pas actuellement, mais de démontrer avec des preuves tangibles que ce que l'on voyait ou l'on pouvait voir pouvait être vérifié, et ça le plus près possible, quoi. Anne-Marie n'y croyant pas, c'était un très bon sujet, puisqu'au départ, elle n'allait pas dire amen à tout ce que nous lui disions. On va se lâcher les mains maintenant, hein. Je vais me concentrer. Le contact est pris. Pascale va maintenant se concentrer seule. Louisa et Jean-Paul sont prêts à noter tout ce qu'elle va dire au cours de sa voyance. Et Anne-Marie ne peut s'empêcher d'avoir un peu peur. C'est alors que Pascale va les faire basculer dans le passé. Je suis dans une rue pavée, montante. On me donne 2 noms. Bourré, la Bourrée. Je vois une porte cochère en bois, avec une petite cour à l'intérieur. 3 petits immeubles en forme de U. Quand
la séance a commencé, tout était un petit peu flou au départ et ça devenait de plus en plus précis. À partir du moment où je commence à me ressentir dans l'époque où je mène cette recherche, j'ai l'impression de faire partie du décor, c'est-à-dire qu'on ne me voit pas mais je suis là, je suis spectateur, je vois les gens bouger, je vois la scène, je suis dans la rue, je bouge, je vais à droite, à gauche, je tourne ma tête, je regarde partout, je me sens vraiment là, présente mes spectateurs. Pascal voit aussi une femme dans une boutique. À l'intérieur de cette boutique, je vois une femme. Cette femme est grande. Elle a un chignon, elle porte un chignon, elle s'appelle Marie. Qui est cette femme? S'agit-il d'une des vies antérieures d'Anne-Marie? Je vois un homme. Est-ce que tu peux nous décrire? Assez grand, le visage rond. Il est rédacteur en chef, rédacteur de journal. Cet homme a des documents sur lui. Je vois que l'on tente de l'assassiner. 2 hommes arrivent derrière lui. Apparemment, ils veulent prendre ces documents qu'il porte à l'intérieur dans sa veste. Marie, de sa boutique, assiste à la scène. Elle sort et elle va chercher l'homme. C'était sidérant. En fin de compte, ce qui avait sidéré, je pense, mes amis à ce moment-là, c'était cette profusion de détails, de lieux, d'endroits, de détails. Alors ça, d'ailleurs, mes amis m'ont demandé, mais comment tu fais, d'où tu sors tout ça, en fait? Mais je les vois, je les entends, et puis je visualise comme un film, en fin de compte, comme une bande de film, une scène. Ça va très vite, je vois les détails, ça bouge, les personnages bougent. Ce n'est pas fixe, si vous voulez. Pascal voit que Marie a participé à la Révolution de 1848. C'est en hommage aux révolutionnaires qui sont morts en 1789 qu'elle arbore le bonnet phrygien pour mener son combat. Je la vois un peu jouer un rôle ambigu au niveau de son comportement. Quelqu'un qui connaît des gens très haut placés au gouvernement. On me donne un Marie-François, Marie-Francis. Je ne saurais pas en dire plus sur ce nom, c'est très flou. Et en même temps, je la vois cacher des gens du peuple, des gens en situation illégale, des proscrits. Je vois un livre épais, de couleur rouge, avec inscrit le nom Marie dessus. Ce livre, Pascal sait qu'elle va le retrouver. Et elle obtiendra alors la confirmation de sa voyance. Mais comment s'y prendre? C'est tout ce que je peux vous dire. Anne-Marie, de son côté, est sidérée par la précision du récit de Pascal. Pascal m'avait donné suffisamment de détails, de lieux, descriptions de bâtiments, de couleurs, des noms. Le fait que tous ces détails étaient très liés les uns aux autres, j'avais passé le niveau de l'étonnement. Je veux dire, j'étais étonnée au départ, certes, mais ensuite troublée, et ensuite, disons, à moitié convaincue. Une fois la séance terminée, le premier réflexe est évidemment de demander à Anne-Marie si tout cela lui évoque quelque chose. Écoute, le seul truc auquel je pense, c'est que dans mon quartier, effectivement, il y a une rue Bourret, mais je sais pas si ça peut servir, ça. Une rue Bourret? Oui. Tu sais, c'est le nom que tu avais cité. Mais oui, c'est le nom que j'ai cité au début de la voyance. C'est pour ça que je te le dis, mais je sais pas s'il y a un rapport. Bien sûr, ça va être une piste. Là, je me suis dit, mais c'est super, ça y est, on est sur la voie, on est les Sherlock Holmes, là. Et ce qui est bien, c'est qu'on est tous investis, en fin de compte. Même si on n'a pas vu en détail, c'est un travail d'équipe, donc on est tous concernés. Donc ce qu'elle a vu, c'est notre travail. Et ça, c'est important. On se sentait solidaire, en fin de compte. Malheureusement, Jean-Paul n'a pas pu se rendre au rendez-vous suivant. Mais dès le lendemain, les 3 jeunes femmes se précipitent rue Bourret, qui, renseignement pris, se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. Elles espèrent bien y trouver la fameuse boutique. Une fois sur place, nos 3 détectives sont un peu désemparés. Tout est si différent de ce qu'a décrit Pascal dans sa voyance. Pourtant, une chose concorde. La rue est pavée et montante. Et soudain... Oh, Anne-Marie, regarde la boutique. Ça s'appelle Opacité.
J'ai à ce moment-là réalisé que tout ce qu'elle m'avait donné au cours de cette séance était là sous mes yeux. Donc il est bien évident que quand on arrive à ce point d'étonnement, où on a dépassé ce point d'étonnement, on a envie d'en savoir plus. Je veux dire, c'est absolument impossible de ne pas s'engager plus à fond dans cette histoire. Pascal, Louisa et Anne-Marie entrent immédiatement dans la boutique. Et là, elles sont stupéfaites, car des piles et des piles de vieux livres s'entassent. Or, ne viennent-elles pas chercher un livre ancien dans cette boutique? La coïncidence est plus que troublante. Et tandis qu'Anne-Marie se renseigne sur les livres concernant la Révolution de 48, Pascal et Louisa commencent à chercher fébrilement le fameux livre rouge. Il n'était pas évident au départ dans cette boutique que nous allions trouver ce livre. Là, notamment, il y en avait des tas dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, sur des étagères, il y en avait vraiment partout. J'ai décidé à ce moment-là d'insister parce que je me suis dit, on n'a pas reconstitué tout un décor, cette boutique, cette rue, etc., pour ne pas trouver ce livre. Alors, bien sûr, c'était peut-être un peu prétentieux, mais j'étais tellement confiante en moi pour avoir retracé tout ça qu'il fallait qu'on trouve ce livre. Et au bout d'1h30 de recherche, alors que les trois amis s'apprêtent à abandonner, Louisa fait une étrange découverte. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Tiens, viens voir. Viens voir. Elle est là, ta révolutionnaire. Elle montre à Pascal et Anne-Marie une gravure représentant une révolutionnaire. Le livre est rouge. C'est un livre d'histoire. Et le prénom de l'auteur est Marie. Pascal va alors voir se confirmer dans l'histoire de France tous les détails de sa voyance. Au fil des pages, elle reconnaît le portrait de l'homme qui se faisait attaquer dans sa voyance. Il s'agit de Louis Blanc. Il est en effet rédacteur en chef d'un journal et le livre ajoute précisément qu'un soir, il fut assailli alors qu'il se rendait à son domicile. Il est dit plus loin que Louis Blanc avait comme ami Marie-Françoise Sadi-Carnot, haut personnage du gouvernement. Or, dans sa voyance, Pascal avait capté le prénom Marie-François. On savait qu'on allait trouver quelque chose, qu'on allait trouver un document. Et je veux dire, c'était presque... Je dirais pas un soulagement, mais on se dit, ça y est, l'aventure continue parce que ça y est, on a trouvé le fil conducteur. Le livre mentionne que Louis Blanc est enterré au Père-Lachaise. La petite équipe décide de s'y rendre. Cette fois, Jean-Paul est au rendez-vous et Jean-Claude, le mari de Pascal, s'est joint à eux. Pascal essaie tout d'abord de visualiser la tombe. Avec une stèle en hauteur. Sur cette stèle, il y a inscrit le nom Louis Blanc. Je vois également le nom Marie. Et je vois également un texte de 4 à 5 lignes. Pascal a vu que Marie était enterrée avec Louis Blanc, car après qu'elle l'ait sauvé de ses agresseurs, ils ne se sont plus quittés. Pressé de vérifier, il s'engage dans les allées du cimetière. Mais le Père-Lachaise est un vrai labyrinthe et malgré le plan, ils ont du mal à trouver la tombe. Mais un événement très étrange va soudain les alerter. J'ai mal à la tête là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la tête. Attends. Tu as l'habitude d'avoir mal à la tête comme ça? Pas du tout. J'ai eu des maux de tête absolument très forts et très persistants. Et j'ai pas du tout relié ces problèmes physiques à l'expérience qu'on faisait. Pour moi, c'était est-ce qu'il faisait trop chaud ce jour-là ou est-ce que j'étais fatiguée ce jour-là? C'est ensuite que tout à nouveau s'est relié. Mais Pascal a compris. Pour elle, les maux de tête d'Anne-Marie ne sont pas innocents. Ils sont certainement dus au fait que, sans le savoir, Anne-Marie est sans doute près de la tombe où est enterré le corps qu'elle incarnait autrefois. Et en effet, quelques mètres plus loin... Venez voir, j'ai trouvé la tombe. Regardez, c'est exactement comme je l'avais décrypté tout à l'heure. Pour moi, c'était la preuve, mais évidente, que la réincarnation existe. Et je me suis dit, ça laisse trop de questions, trop de choses, si vous voulez, qui se concrétisaient. Toutes les pièces du puzzle, comme ça, s'emboîtaient les unes aux autres. Il y avait trop de preuves, trop de choses qui coïncidaient, qui collaient. Si vous voulez, je crois que je n'aurais pas mené une recherche comme ça, avec tant de détails, tant de précision. Je pense que peut-être j'aurais abandonné l'idée ou je n'y aurais pas cru. Mais là, c'était trop de choses qui correspondaient. Tout le monde est stupéfait. Anne-Marie est bouleversée. Tous les détails énoncés par Pascal dans sa voyance ont été vérifiés. Et la preuve est là, devant eux. Est-il possible qu'elle, Anne-Marie Blanc, ait été cette révolutionnaire qui s'appelait Marie?
pour avoir une certitude de ce phénomène de la réincarnation, je pense que c'est toujours une question de croyance. C'est certain qu'il y a des millions, même des milliards de personnes qui croient actuellement dans ce phénomène de vie successive, mais c'est toujours une affaire de croyance. Alors, savoir si on pourra un jour le prouver, notion qui est occidentale au départ, c'est encore un autre problème, mais je pense qu'on ne pourra jamais le prouver. Comme beaucoup de choses concernant la mort, concernant l'au-delà, une preuve absolue n'existera jamais. Des milliards de gens sur notre planète croient en la réincarnation. Cette croyance est à la base de toutes les religions orientales et en Occident, l'idée fait son chemin. Surtout depuis les écrits d'un grand médium du 19e siècle, Allan Kardec, dont la tombe au Père-Lachaise porte l'inscription « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi ». Chacun de nous fait-il vraiment l'expérience de plusieurs vies au fil des temps? La réincarnation touche à l'essence même du mystère de la vie. Difficile en tout cas de rester sceptique après une histoire aussi extraordinaire. Je vous signale que nous reparlerons d'Allan Kardec, dont nous venons de voir à la fin du film la tombe au cimetière du Père-Lachaise avec cette devise « Naître, mourir, renaître encore et progresser, telle est la loi ». Mais je voudrais d'abord questionner Pascal Lafargue, vous la reconnaissez, c'est la voyante. Pascal Lafargue, il faut repréciser, parce que c'est important, que ce n'est pas votre métier, hein, vous n'en faites pas commerce, vous êtes hôtesse de l'air. C'est d'abord une passion. C'est une passion. Est-ce que c'était la première fois que vous vous êtes essayé à une voyance sur une vie antérieure ? En ce qui concerne les révolutionnaires, oui, c'était ma première expérience de vie antérieure, de régression, de recherche sur les vies antérieures. Et ça a été un petit peu pour moi un test, si vous voulez, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je n'avais pas eu ces résultats, j'aurais arrêté. Et depuis, vous avez fait d'autres voyances sur des vies antérieures ? Oui, tout à fait, oui, puisque c'est une de mes passions, j'en ai fait d'autres et... Ça marche. Je peux vous dire, c'est très troublant, oui, très troublant. Alors, parlons un peu de la réincarnation, qui est une notion, on l'a dit, à laquelle les Occidentaux ne croient pas tellement, alors que c'est vrai, plus de la moitié de l'humanité y croit. Nous avons avec nous Patrick Lévy. Patrick Lévy, auteur d'un livre, et encore, appeler ça un livre, c'est plus qu'un livre, c'est un parcours initiatique personnel, c'est une quête personnelle. Dieu croit-il en Dieu? C'est un tour du monde des religions que vous avez fait. Oui. Et dans ce tour du monde des religions, il y a bien sûr une petite part au catholicisme, mais il y a une grande part aux religions orientales. Or, pour nous, vous allez nous dire si on se trompe, mais pour nous, toutes les religions orientales posent comme un principe la réincarnation. Oui, il y a dans les religions orientales cette croyance en la réincarnation, c'est-à-dire que selon cette croyance, l'âme ou un moi passe d'un corps à un autre corps à travers différentes existences. Et ça, c'est ce que tout le monde sait à peu près. Ce qu'on ignore, ou ce qu'on veut ignorer plus généralement, c'est que l'enjeu d'une vie humaine, c'est de s'affranchir du désir de vivre et de revivre. Et on arrive à ce but grâce à la connaissance de l'absolu impersonnel, de Dieu, si vous voulez. Au sein duquel il n'y a plus de moi, d'ego, donc de mort, de vie et de renaissance. Mais les sages qui vous ont enseigné, Lama, Brahman ou autres, vous ont parlé de la réincarnation. Vous-même, vous y croyez ? Le bouddhisme enseigne qu'il n'y a pas d'ego, qu'il n'y a pas de moi permanent, c'est-à-dire qui passe vraiment à travers le temps. Alors un jour, je suis allé voir mon lama et je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui se réincarne s'il n'y a pas de moi? Et il m'a répondu par une question. Il m'a dit, qui cela concerne-t-il? Qui interroge? Et pour vous expliquer finalement ce que ça signifie, cette réponse, je me propose de vous raconter l'histoire de la goutte et de l'océan. Une histoire très classique dans l'hindouisme. Une goutte d'eau, représente une vie. Au moment de la mort, cette goutte retourne à l'océan et s'y dissout. Elle apporte à l'océan l'expérience de sa vie. Lorsque plus tard, une goutte va sortir de l'océan pour animer une nouvelle vie, est-ce que ce sera la même goutte ou une autre goutte? Eh bien, la réponse, c'est que ce sera à la fois la même et une autre, en ce sens que la nouvelle goutte portera en elle la mémoire de toutes les autres. Ce n'est pas un individu qui se réincarne, c'est une mémoire totale, c'est une énergie, on peut appeler ça comme ça, c'est un contexte.
À côté de vous, Louis-Marie Vincent, je ne sais pas si vous le connaissez. Louis-Marie Vincent est un scientifique français, donc bien de chez nous, qui lui a tenté une démarche admirable. Il s'est posé la question dans son livre « Peut-on croire à la résurrection ?» mais nous verrons, il nous l'expliquera comment on peut l'appliquer à la réincarnation. Il s'est posé la question de savoir si au regard de la science, c'était une absurdité ou non. On croit qu'un corps, on assimile un corps à une masse de matière. Si l'on prête à cet individu une durée de vie adulte moyenne de l'ordre de 70 ans, qu'est-ce qui reste inchangé durant toutes ces années? Eh bien, ça n'est pas la matière qui est constamment renouvelée, mais c'est une forme. C'est une forme. Alors, qu'est-ce qu'une forme? C'est bien quelque chose d'invisible. C'est d'ailleurs ce que Thomas d'Aquin appelait la forme du corps. Il disait l'anima forma corporis. Bon, c'est quelque chose d'impalpable et on peut montrer que cette forme contient ce domaine de l'espace dans lequel la matière vient s'organiser, eh bien, contient également des informations. C'est-à-dire que quand on est mort charnellement, il y aurait quelque chose qui subsisterait de nous et qui, grâce à un principe de réversibilité, comme un film qu'on passerait à l'envers, on voit les maisons se reconstruire quand elles sont détruites, permettrait de recréer un corps. Absolument. Alors, il suffit, je mets le mot suffire entre guillemets, bien sûr, il suffit que les informations nécessaires au fonctionnement de la machine soient conservées pour que de la matière puisse venir se réinformer. Somme toute, si je vous suis bien, on a tort en Occident de séparer matériel et immatériel, corps et âme. Il y a continuité entre les deux, ce qui explique qu'arrivé au bout, on peut repartir dans l'autre sens. Il y a absolument continuité. Ouais. D'ailleurs, ce renouvellement de la matière a été absolument prouvé, y compris les ADN. Eh bien, la matière des ADN est renouvelée également périodiquement. Éric Pégany, il se trouve qu'Alan Kardec, qui, en dépit de son nom, qui est un nom d'emprunt, et qui est bien français, bien de chez nous, puisqu'il est né à Lyon, était l'un des plus ardents défenseurs de la réincarnation. Alors, Alan Kardec s'appelait Hippolyte Rivail, c'était un instituteur qui s'est mis un jour à entrer en transe et à devenir médium. Donc il prêtait son corps et sa voix à des esprits. Bon, alors, Alan Kardec a été un personnage fondamental dans l'histoire de la médiumnité occidentale tout au moins, puisqu'il a fait en 1857, si je me souviens bien, un livre qui s'appelait Le Livre des Esprits, qui était la Bible du spiritisme, mouvement qu'il a lui-même créé, mot qu'il a créé, le spiritisme, a été inventé par Alan Kardec. Oui, mais ça sent le soufre, c'est un peu, parce que, à part les gens qui mettent toujours des fleurs sur sa tombe au Père-Lachaise, on a le sentiment qu'il est très très mal connu en France, que l'Église catholique d'ailleurs le considère un peu comme une émanation de Satan, alors qu'il y a des pays à l'étranger où il est vénéré vraiment comme un saint, comme un prophète. Oui, comme au Brésil par exemple. Oui. Mais vous savez, vous avez des groupes encore de spirites en France aussi, dans le sud de la France, j'en connais quelques-uns, qui utilisent, disons, les méthodes, entre guillemets, d'approche et de contact avec les esprits, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, enfin c'est une philosophie qu'ils ont à eux, pour soigner les gens. Bon, alors au Brésil, on a quelques dizaines d'hôpitaux aussi qui sont fondés par des groupes spirites et qui, dans un but humanitaire, reçoivent des gens, entrent en contact avec les esprits selon les méthodes et la cartographie, on va dire, du monde des esprits et du monde des médiums de Kardec pour soigner les gens. Je trouve ça tout à fait louable. Qu'on croit ou qu'on croit pas au contact avec l'au-delà. Bon, c'est lui qui était l'initiateur dans notre pays, donc au 19e siècle, de ce mouvement qui avait commencé, il faut le rappeler, aux États-Unis. Je rappellerai qu'Éric Pégany, pour ce qui concerne les contacts avec l'au-delà, est un grand spécialiste et qu'il est déjà venu dans Mystère il y a quelques mois et que son livre sur les channels, puisque c'est ainsi qu'on les appelle aux États-Unis, est tout à fait intéressant. Une petite remarque en parlant de réincarnation et Kardec. Je connais des groupes spirites qui sont en communication avec Alan Kardec. Et je connais aussi plusieurs personnes qui disent « Je suis la réincarnation d'Alan Kardec ». Alors, comment, oui, savoir quel est le bon. S'il a plusieurs, peut-on communiquer avec lui, à la fois parce qu'il est mort, parce qu'il est dans l'au-delà, et être réincarné? C'est pas pour prouver que ça n'existe pas que je dis ça. C'est pour dire qu'il y a à réfléchir dans cette histoire à la notion d'information, la façon dont l'information que l'on porte chacun en soi est transmise à travers tout le monde. Bien, en tout cas, il y a de quoi réfléchir, aussi bien à partir de l'histoire d'Anne-Marie qu'à partir de vos témoignages. Je vous remercie.
Savez-vous que le nombre des prêtres exorcistes en France a été multiplié par 10 au cours des 20 dernières années? Une dizaine dans les années 70, une centaine environ aujourd'hui. Naturellement, ils ne sont plus très nombreux à croire au diable, à cornes et à queue fourchue, mais la plupart d'entre eux pourtant sont débordés de travail. Ce n'est pas bien sûr qu'il faille voir la marque du diable ou la main de Satan dans le moindre désordre pour lequel on a recours aux prêtres exorcistes. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut bien penser de ces cas où seul le recours à un exorcisme permet de rétablir le cours normal des choses? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire que voici, l'histoire des démons de Carmen. C'est ici, dans cet hôtel, que se sont déroulés des événements effrayants, des phénomènes inexplicables que Pierre et Carmen Tisserand ne pourront jamais oublier. Et pourtant, quand les Tisserand ont acheté l'auberge en 1986, ils réalisaient enfin leur rêve de toujours. Les clients sont de plus en plus nombreux et l'hôtel acquiert vite une très bonne réputation. Excusez-moi. La chambre 106. La 106. Le fils des Tisserand, Michel, âgé de 20 ans, travaille lui aussi à l'hôtel. Nous sommes restés 1 an, bien tranquille. Ça marchait très très bien, il y avait beaucoup de clients, tout se déroulait très bien. Et d'un coup, ça a basculé dans l'horreur. La première chose qui m'est arrivée, c'était un jour de corvée. J'allais donc mettre les draps dans la corvée à linge. Et j'entends vraiment une grande respiration sortir de cette corbeille. Alors là, ça a été... je suis restée sans pouvoir dire un mot. J'ai eu tellement peur que je suis montée réveiller mon mari. Je lui ai dit, descends. J'ai entendu une grande respiration dans la corbeille. Je crois que je deviens folle. Tu vois, il n'y a rien. Dans ma tête à moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui se met en route et que je n'arrive pas à saisir. Oui, bonsoir. À partir de ce jour-là, les phénomènes étranges se sont succédés à l'hôtel. Des clients commencent à se plaindre que les lampes s'éteignent et s'allument toutes seules dans leur chambre. Les compteurs d'eau et d'électricité se mettent à tourner à toute vitesse sans raison. Il y a encore de nombreux clients, mais Pierre et Carmen sont inquiets. Que se passe-t-il? La plupart du temps, c'est la nuit que les choses étranges se déroulent. Michel a invité un de ses amis, Patrick, à venir passer ses vacances à l'hôtel. Mais depuis quelque temps, l'atmosphère est bien pesante et les deux jeunes gens s'endorment très tard. Il est 3 heures du matin. Tout le monde est enfin assoupi dans l'hôtel. Mais rien n'est vraiment paisible ici. Michel est soudain réveillé en sursaut. Il a l'étrange sensation que quelqu'un l'observe. Ça s'est passé dans la chambre où là, il y avait un poster qui était accroché à un mur et ce poster n'arrêtait pas de me fixer. Il y avait un personnage dessus, les yeux, n'importe quel mouvement que je faisais, me suivait du regard. J'étais mal, j'avais le cœur qui battait et je savais plus ce qui se passait, quoi. Dès le lendemain matin, les garçons ressentent à nouveau cette présence invisible qui semble les poursuivre. Et soudain... On s'est senti bloqué au milieu des escaliers. Je sais pas, une sensation de ne plus pouvoir avancer, des présences partout. On a commencé à paniquer et puis
On descendu les escaliers comme des fous. Et arrivé en bas, j'ai senti une douleur au cou. J'ai regardé. Ça ressemblait à une morsure. J'avais une goutte de sang. Je me suis demandé ce qui m'est arrivé. Et maintenant, les phénomènes ne vont plus cesser de se déchaîner. Plus personne ne peut dormir dans l'hôtel. De toute évidence, on est en train de tout casser au rez-de-chaussée. Il n'y a rien, j'ai rien vu. On s'est tous levés et on a fait tout l'hôtel, hein. Tout. On ne sait pas, il n'y avait rien qui avait bougé, on ne sait pas. Et à partir de ce jour-là, nous avons commencé vraiment à perdre la clientèle. Les gens avaient peur. Dès qu'ils montaient dans les chambres, ils redescendaient 10 minutes, un quart d'heure après, leur valise à la main, en disant « on a oublié quelque chose, on reviendra ». Et ils ne revenaient plus. Dans le village, on dit que l'hôtel est hanté. On se souvient que l'ancien propriétaire s'y est suicidé. Les forces invisibles semblent être maîtres des lieux. Des forces qui ont envahi la maison et qui laissent des preuves de leur présence dans le silence de la nuit. J'ai vu des empreintes de pas sur toutes les tables de mon restaurant. Mais c'était des empreintes comme si c'était trempé dans de la farine ou du plâtre. Et elles allaient toutes vers la sortie. Alors par la suite, nous n'osions pas en parler à qui que ce soit parce qu'on passait pour des débiles. C'est bien, hein? Malgré tout, Carmen essaie de continuer à vivre normalement. Une de ses amies, Annick, lui rend visite. Carmen n'a rien osé lui dire. Et pourtant, quand Annick pénètre dans l'hôtel, elle ressent tout de suite une étrange impression de malaise qu'elle ne peut s'expliquer. Moi, j'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose en haut qui vous regardait sans arrêt, sans arrêt. Comme si quelqu'un vous soufflait dans le dos, comme une présence constante dans le dos, quelqu'un qui vous suivait pas à pas partout où vous alliez. Et ça, je l'avais jamais ressenti auparavant et vraiment, ça faisait peur. Cette présence malveillante semble toujours rôder dans l'escalier. Et d'un coup, quelque chose m'a poussé par les épaules et j'ai dégringolé toute la rampe d'escalier. Je me suis relevée, je n'avais rien, mais j'ai eu vraiment peur. Puis, une nuit, Michel et Patrick vont être les témoins d'une mystérieuse apparition. On a vu une ombre au-dessus des haies. Elle flottait un peu. On a commencé à la suivre et puis bon, on ne pouvait pas distinguer de visage ni de forme réellement. On voyait juste un buste avec une tête. Par moments, elle s'arrêtait plusieurs fois, bon. Après, elle a disparu dans le bois. Je me suis vraiment posé des questions, je me demandais vraiment ce qui arrivait. Je me suis dit, est-ce que c'est hanté? Est-ce qu'on est tous fous? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Et pourtant, les tisserands ont décidé de tenir bon. Et ils arrivent encore à vivre des moments de sérénité. Mais ils vont faire une découverte terrifiante. On a trouvé une maquette derrière le restaurant avec 5 tombes d'alignées, une main énorme avec des ongles peints en rouge, des ongles crochus qui supervisaient ces 5 tombes. Nous, ça nous a fait quelque chose. On a pensé tout de suite à de la sorcellerie. Alors on s'est dit qu'il valait mieux la brûler. Qui pourrait leur en vouloir au point de souhaiter leur mort?
Ils ont été victimes de la haine de personnes qui ont cherché à leur nuire, qui ont déposé cet objet de sorcellerie. Il faut quand même avoir une haine quand même importante pour en venir à déposer un objet de sorcellerie, parce que cette maquette, il a quand même fallu la fabriquer. Donc ils ont été victimes, à mon avis, de la haine qu'ils ont ressentie, et puis cette haine s'est transformée pour eux en peur, en angoisse, et je crois que tout cela est mêlé. Maintenant, les tisserands n'ont plus le courage de lutter. Et c'est avec un terrible sentiment d'échec que Pierre et Carmen quittent l'hôtel. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien à faire. Les tisserands ont tout de même réussi à vendre l'hôtel. Ils s'installent dans une maison à quelques kilomètres de là. Pierre a pris sa retraite, cette épreuve l'a brisé. Mais le cauchemar n'est pas fini. J'ai pas eu le temps de me retourner, j'ai ramassé le transistor en pleine tête, par derrière. Il est descendu, et il était tout tremblant. Hein. Il a dit ça, la mère, quelque chose s'est passé, ça a suivi jusqu'ici, ça va recommencer. Mais non, j'ai dit, il faut te calmer quand même, on est tranquille là, ça va s'arrêter. Et puis, quelques jours après... Les tisserands refusent de croire que les forces maléfiques les ont suivis jusqu'ici. Et ce soir-là, ils ont invité des amis à dîner. Personne. Carmen est inquiète. Le phénomène recommence. Pierre, lui, n'est pas perturbé. Il est sûr qu'on voulait les chasser de l'hôtel. Ici, tout ira bien. Et tout le monde était dehors. C'est pareil, on n'a pas su ce qui s'est passé. Là, on a commencé à se demander si ça allait pas recommencer la même chose donc dans ce restaurant. Et je voulais être tranquille. Nous avions déménagé pour être en paix et ça nous perturbait. Et on voulait pas que ça continue. Et c'est pour ça que des amis m'ont dit, mais écoute, il y a des prêtres exorcistes, téléphone à un évêché et il va voir votre cas. À bout de force, Carmen a pris rendez-vous avec le père Lambet. Elle ne comprend pas ce qui arrive et elle pense que c'est peut-être elle qui est possédée. On ne peut pas affirmer que l'esprit du mal n'est pas présent. L'esprit du mal, c'est celui qui insinue, celui qui suggère, bien sûr, et ayant, on pense, une influence sur l'imagination, sur des personnes fragilisées, il peut se produire des événements où les personnes sont impliquées et manœuvrées et victimes parfois. Après son premier entretien avec Carmen, le prêtre exorciste a demandé de rencontrer le couple chez eux. Bonsoir. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Entrez. Ces gens viennent me voir, ils croient avant tout au diable. Parce que leur démarche est simple à expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gens sont croyants, mais ils sont un peu manichéens. Manichéen, ça veut dire, il y a le bon Dieu d'un côté et le diable de l'autre. Égalité. Je représente pour cette personne quelqu'un. Peut-être qu'il y a un pouvoir, et j'essaye de démythifier le pouvoir de l'exorcisme. D'abord, de parler avec elle, de l'écouter, et peu à peu de la responsabiliser. Parce que, pourquoi les gens viennent nous voir ? Eh bien, l'esprit humain est ainsi fait qu'à défaut de remède, il cherche les coupables. Le père Lambet va longuement écouter le récit de Carmen. Puis il va prier avec elle et l'aider doucement à retrouver la sérénité. Nous terminons toujours par les prières liturgiques du rituel d'exorcisme avec la prière de délivrance. La prière de délivrance est une prière très humaine, elle n'est pas très longue. On ne commande pas à l'esprit du mal, au diable, on demande à Dieu de restreindre des pouvoirs si
esprit du mal on a sur cette personne, afin de te retirer d'elle angoisse, peur, crainte de toutes sortes, qui lui permettent de s'adresser à Dieu en paix. Effectivement, quelques jours après, ça a été tout terminé. Nous nous sommes retrouvés chez nous bien tranquilles et ça n'a jamais plus revenu. Comment expliquer les phénomènes terribles dont les tisserands ont été victimes? Et pourquoi les pouvoirs du mal se sont-ils manifestés dans cet hôtel qu'ils aimaient tant? Carmen a-t-elle été possédée par le diable ou ensorcelée par la haine des hommes? Bien, voilà la question. Possession ou sorcellerie. François Dunois-Canette, journaliste, auteur des Prêtres exorcistes, qui connaît bien cette affaire d'ailleurs et qui a rencontré le père Lambé. Le père Costel, exorciste du diocèse de Coutances, et un homme de science, un médecin, le docteur Bruno Duroux, qui termine sa spécialité en neurochirurgie et qui est justement un passionné de recherche sur les phénomènes paranormaux. Bon, messieurs, la question elle vient d'être posée. Qu'est-ce que vous en pensez? Sorcellerie ou où est la marque du diable là-dedans, mon père? Il est très difficile de situer. Il faut rappeler que l'esprit du mal n'est pas quelqu'un qui cherche le spectacle. Mais il peut avoir une influence sur les trois composés de l'homme, physiologique, psychologique et spirituel. De là où les phénomènes apparents qui apparaissent peuvent vraiment être différents. On a vu dans le film la question des objets se promenant dans les airs, c'est un phénomène qui est très connu. Pas banal quand même. Les gendarmeries en France vous donneront au moins une cinquantaine de procès-verbaux, de constats. Et les psychiatres savent dans quelles conditions ça se passe. Mais on n'a jamais su, comment dirais-je, reproduire en laboratoire, si je puis dire. Ah, docteur Duroux, là, Oui, avec toutes les réserves d'usage, on peut dire que c'est un cas de psychokinèse, c'est-à-dire une action à distance du cerveau humain sur la matière inerte ou vivante. Et à ce propos, je voudrais développer rapidement la notion suivante. Bon, depuis le début du siècle, on a assisté à l'ère de la parapsychologie ou métapsychique, c'est le terme français, descriptive, avec une collection impressionnante d'observations et d'expériences en matière de perception extrasensorielle et de psychokinèse. Mais à présent, l'heure n'est plus à croire ou ne pas croire à ces phénomènes. Il vaut mieux s'orienter vers l'explication des mécanismes intimes qui président à ces phénomènes, c'est-à-dire des mécanismes très certainement neurophysiologiques et physiques. Et c'est bien dans ce sens que notre équipe de scientifiques à l'Institut Métapsychique International, soutenue par le professeur Tocqué et dirigée par le professeur Jean Barry, pose comme hypothèse de travail que seul et lui seul, le cerveau humain, dans certaines conditions, crée ou utilise une énergie encore indéterminée pour produire ces phénomènes. La question, c'est de savoir si la sorcellerie a un effet ou non. À partir du moment où on y croit, elle peut avoir un effet. Et je crois, la plupart des prêtres exorcistes disent ceci, justement, c'est à partir du moment où on y croit, elle a des effets. Un exemple simple, un monsieur que j'avais rencontré, le sorcier le menace, lui dit, vous allez avoir un accident dans la semaine. L'accident survient. Évidemment, on dit le sorcier a des pouvoirs. Non, c'est le monsieur qui inconsciemment a provoqué le phénomène lui-même pour s'en libérer, pour s'en libérer de l'angoisse. Oui. Mais vous-même, vous travaillez avec des psychiatres, Père Costel, car beaucoup de vos collègues travaillent avec des psychiatres. Je fais partie des 100 et quelques exorcistes officiels nommés par l'évêque de chaque diocèse. Et chaque année, nous rencontrons des psychiatres, des psychologues, croyants ou non. Non pas pour apprendre le métier, mais pour discerner ce qui est notre ressort et du ressort des psychothérapeutes. Alors, est-ce que ça veut dire que le diable n'existe pas? S'il existe, il n'est que voir dans le monde toutes ces guerres, toutes ces tensions. Le mot diable veut dire diviseur. Je veux dire Satan. Oui, Satan, c'est l'accusateur, celui qui est là pour marquer les coups, voir si l'homme est fidèle malgré les épreuves.
Il faut croire en son existence, donc. Son existence, mais non pas celle du diable cornu. Une question, Père Costel. L'augmentation du nombre des prêtres exorcistes, elle est due en quelque sorte à une décision des autorités ecclésiastiques, ou bien c'est la demande? C'est la demande. La demande. J'ai connu dans ma jeune prêtre exorciste de Coutances, c'était un vieux chanoine, très bon, et qui avait la visite de quelqu'un tous les 6 mois, qui avait des problèmes. Alors que maintenant, dans chaque diocèse, il faudra non seulement 1, mais 2 exorcistes. Combien en pratique d'exorcisme par an en France? Alors, je n'accepte pas l'expression d'exorcisme, parce que je répète que les centres exorcistes qui accueillent. Moi, je vous dis, près de 600 en l'espace de 5 ans et demi. 600 personnes sont venues vous voir de tous en les 5 âges. ans. Il y a une centaine d'exorcistes en France. On peut donc penser que tous les ans, plusieurs milliers de personnes vont voir le prêtre exorciste pour une raison qui n'est pas forcément une raison diabolique ou satanique. C'est formidable de vous voir là côte à côte tous les deux, parce que, je le disais, en 20 ans, le nombre de prêtres exorcistes est multiplié par 10. On est passé d'une dizaine à une centaine. Et dans le même temps, des hommes comme Bruno Duroux cherchaient, grâce aux moyens de la science, à percer les mystères de ce que l'on appelle le paranormal. Et ils ont maintenant la certitude que finalement c'est du normal qu'on n'a pas encore expliqué. Dans la même période de temps, c'est assez extraordinaire de voir cette contradiction. Je pense qu'on est à même de pouvoir enregistrer au niveau cérébral ce qui se passe, ce qui fonctionne lors de ces phénomènes, que ce soit de la perception extrasensorielle ou de l'APK ou les phénomènes de guérisseurs. Tout peut se ramener à ces 2 grandes familles. Et c'est vrai que ce film en 3 dimensions ne peut être permis que depuis quelques années et depuis quelques mois. Qu'est-ce qu'on attend pour célébrer ces expériences alors? Bien, on attend d'une part d'avoir le bon recrutement de sujets. Actuellement, le professeur Barry entreprend une expérimentation, non pas avec de véritables médiums. On préfère commencer avec une catégorie de sujets qu'on appelle les calculateurs prodiges. Ce ne sont pas des calculateurs émérites, mais bien des calculateurs prodiges qui sont capables de prouesses arithmétiques hors du commun, des extractions de racines cubiques de nombres à plusieurs chiffres, ce qui est impossible pour tout un chacun. Ce n'est pas par la voie du calcul mental le plus sophistiqué. La réponse à ces questions s'impose spontanément au sujet et ne passe pas par des circuits conventionnels du calcul. Comme un flash de voyance. C'est comme un flash de voyance en quelque sorte. Et donc ces sujets étant rares, je profite de l'audience de votre émission pour leur lancer un avis de recherche. Donc, pour qu'ils nous contactent, afin de pouvoir poursuivre notre expérimentation. Ceux des téléspectateurs qui suivent notre émission et qui connaîtraient dans leur entourage ou qui auraient entendu parler d'un calculateur prodige peuvent donc s'adresser Dr Bruno Duroux, IMI, c'est-à-dire Institut Métapsychique International, 1 place Wagram, 75 017 Paris, et le numéro de téléphone est en dessous. Et vous pensez vraiment qu'avec les moyens d'investigation modernes, on pourra visualiser tout ça et voir comment le cerveau fonctionne dans tout ce qui peut être, en dehors des calculateurs prodiges, les cas de parapsychologie, c'est-à-dire l'influence de l'esprit sur la matière et tous les phénomènes comme ceux qu'on a vus dans le film, tous les ennuis qu'a connu Carmen. Tout à fait. Vous êtes sûr que c'est là la clé? En France, notamment à Bordeaux, l'Institut du cerveau, on attend d'être doté du matériel qui pourra filmer le cerveau en temps réel, matériel qui n'existe pour le moment qu'aux États-Unis. Le plus perfectionné se situe là-bas. Si on obtient des feux verts au niveau des pouvoirs publics, on peut réaliser des expérimentations dans un premier temps de calculateurs prodiges, dans un second temps de sujets sous hypnose, et pourquoi pas de véritables médiums. Le jour où vous y arriverez, vous nous appelez. Il faudra absolument qu'il y ait les caméras de mystère. Ça sera, oui, bien sûr, on pourra filmer ces expériences. Bien, docteur, je vous remercie. Merci mon père, merci François Dubois-Canette. Les Américains l'appelaient Monsieur Mystère. Il est toujours considéré comme le plus grand médium des États-Unis. Et 40 ans après sa mort, on le consulte encore. Il s'agit d'Edgar Cayce. Cathy, vous souffrez d'une névrite optique, c'est-à-dire que votre nerf... En 1986, une jeune femme de 27 ans, Cathy Komora, consulte son ophtalmologiste. Asseyez-vous confortablement, Cathy. Cathy pensait que son problème n'était pas grave, mais le diagnostic du médecin est très inquiétant. Cathy risque de devenir aveugle. Mais peut-être pas. La seule chose à faire, c'est C'était épouvantable. Il n'a pas dit qu'il fallait que j'achète tout de suite une canne blanche, mais il a dit que c'était vraiment grave.
J'ai eu peur. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais devenir aveugle. Jusque-là, je n'avais pas pris cela au sérieux. Les problèmes de Cathy avaient commencé une semaine plus tôt. Un matin, je me suis réveillée et il y avait une petite tache dans mon champ de vision. J'ai pensé que j'avais quelque chose dans l'œil. Je me suis frotté la paupière. Mais la tache était toujours là. Je me suis pas affolée. J'ai trouvé ça bizarre, c'est tout. Et je n'ai rien fait. La tache est restée toute la journée et le lendemain, elle s'était agrandie. Au bout d'une semaine, je ne pouvais plus rien voir de cet œil. C'était pas normal, il fallait faire quelque chose. Cathy alla voir 2 autres spécialistes. Le diagnostic fut à chaque fois le même. Elle souffrait de névrite optique. Et les conséquences de cette maladie incurable étaient terribles. Cathy allait probablement être aveugle. Son médecin voulait essayer un traitement à base de stéroïdes. Cathy y était farouchement opposée. Elle savait que les stéroïdes pouvaient être très dangereux. Il fallait trouver un autre traitement. Elle alla consulter un médecin ostéopathe qui travaillait selon des méthodes non reconnues par la médecine officielle. Des méthodes étranges qui avaient été développées 30 ans auparavant par un homme nommé Edgar Cayce. Bien qu'il n'ait jamais étudié la médecine, Edgar Cayce est devenu célèbre dans les années 20 en faisant des diagnostics sur des malades. Il a fait plus de 10 000 diagnostics, qu'il appelait des interprétations, et qu'il effectue en état de transe hypnotique. Tous ces diagnostics ont été recueillis par écrit. Même après la mort de Cayce en 1945, des milliers de malades ont continué à suivre ces traitements et affirment avoir été guéris grâce à ces interprétations. En 1976, Andrew Sanson, 6 ans, souffrait d'un cas sévère de psoriasis, une maladie de la peau particulièrement douloureuse. Après avoir consulté en vain de nombreux médecins et essayé plusieurs traitements, la mère d'Andrew l'a emmené chez un médecin qui utilisait les méthodes d'Edgar Cayce. En 4 mois, Andrew fut complètement guéri. Aujourd'hui, il a 23 ans et il n'a jamais plus souffert de psoriasis. Sa maladie n'était-elle que psychosomatique comme le pensent certains, ou Andrew a-t-il été guéri grâce au don d'Edgar Cayce? Mon père était comme tout le monde. Il aimait jardiner, aller à la pêche. Où qu'on habite, on a toujours eu un jardin. Il enseignait le catéchisme. Dans la vie normale, il n'était pas différent des autres. C'est seulement quand il dormait qu'il avait un don extraordinaire. C'est à l'âge de 13 ans qu'Edgar Cayce a découvert qu'il possédait un don étrange. Il est temps de réciter vos leçons, jeune homme. Un soir, le petit Edgar s'est endormi en faisant ses devoirs. Il avait une liste de mots dont il devait apprendre l'orthographe et son père les lui fit épeler. Edgar connaissait tous les mots dans le livre. Il savait même le numéro de la page où apparaissait chaque mot. À partir de ce moment-là, il n'avait plus qu'à dormir la nuit sur ses livres. Il a fait d'énormes progrès en orthographe, en maths, en histoire, et il est devenu un élève remarquable, alors qu'avant c'était un élève médiocre. En 1900, à l'âge de 23 ans, Edgar est soudain devenu muet, incapable de parler ou d'émettre des sons. Aucun des nombreux médecins consultés n'a pu expliquer, et encore moins guérir ce mutisme qui a duré plus d'1 an. Continuez à respirer profondément. Peut-être s'agissait-il d'un problème psychologique. Les parents d'Edgar l'ont convaincu de se faire hypnotiser en présence de ses médecins traitants. Chaque détail de cette séance d'hypnose fut minutieusement noté. Edgar, vous êtes maintenant conscient que vous quittez votre corps. Edgar sombra dans un profond sommeil. Puis, à la surprise générale, il parla pour la première fois en 1 an. Oui, le corps est devant nous. Mon père n'a jamais fait d'études médicales. En fait, il a même arrêté sa scolarité en 3e. Ce corps ne peut pas parler parce que les muscles des cordes vocales sont paralysés. Il suggérait des choses. Il décrivait des parties du corps qu'il ne connaissait pas. Cela résoudra les problèmes d'élocution. Il a commencé à parler et a dit qu'il y avait un blocage dans la gorge qui empêchait le flux sanguin de circuler et qu'il allait corriger cela. Il n'y a plus de blocage. Votre corps va maintenant se réveiller. Et quand l'hypnotiseur, M. Lane, lui a dit de se réveiller, il s'est relevé et a craché un peu de sang et il pouvait parler. Je crois que c'était son premier diagnostic et il l'a fait sur lui-même. Bonjour. Le médecin d'Edgar Cayce arriva à le persuader qu'il fallait qu'il essaie de faire des diagnostics sur des malades qui n'avaient pu être guéris par la médecine officielle.
Edgar accepta, mais il fut très déçu par l'attitude de ceux qui venaient le consulter. Mais il y a eu un problème. Parce qu'à la fin des diagnostics, les gens lui demandaient quel cheval allait gagner la course, qu'est-ce qui allait arriver à la bourse, ou quel serait le score du match de foot. Et quand il a vu ce qui se passait, ce que demandaient les gens, il a dit « j'arrête tout ». Cassie refusa de continuer ses interprétations sous hypnose et décida de changer complètement d'occupation. Il devint photographe, se maria et eut 2 fils, Edgar Evans et Hugh Lee. À l'âge de 8 ans, le petit Hugh Lee fut la victime d'un terrible accident lors d'une explosion dans la chambre noire où son père développait des photos. Le médecin qui examina l'enfant était pessimiste. Comment va-t-il, docteur? J'ai réussi à ôter une grande partie de la poudre qui a brûlé ses yeux. Mais il y a beaucoup de dégâts. Et il peut perdre la vue. Mon frère jouait dans le studio de photo et il a jeté une allumette dans un bidon de poudre pour les flashs. Ça lui a explosé au visage et lui a gravement brûlé les yeux. Les médecins l'ont examiné et ils ont dit qu'il fallait sans doute lui enlever un œil et qu'il perdrait probablement la vue. Et mon petit frère a dit « Papa, fais-moi un diagnostic ». Allons dans le salon. Pour Edgar Cayce, c'était une véritable épreuve. Il n'avait pas fait de diagnostic depuis plusieurs années. D'après le médecin, Hugh Lee serait aveugle. Edgar allait-il pouvoir sauver son fils? Bien que l'acide tannique ne soit pas habituellement employé dans ce cas, là c'est la solution à cause du poison qui provient des brûlures. Il préconisa d'appliquer sur les yeux une solution à base d'acide tannique. Et à l'époque, c'était une idée incroyable. Les médecins pensaient que c'était beaucoup trop fort. Mais comme il était aveugle, de toute façon, il n'y avait pas de risque à essayer. Dès qu'ils l'ont mis sur ses yeux, et Willie a dit « ça doit être leur remède de papa, ça ne fait pas mal ». Cela semblait miraculeux. En 6 semaines, l'enfant avait totalement recouvré la vue. On parla beaucoup de cette étonnante guérison et Edgar Cayce devint célèbre. En 1925, Edgar Cayce et sa famille s'installèrent en Virginie où fut fondé un centre d'études de ces diagnostics sous hypnose. Le centre reçut des milliers de demandes. Au début, Cayce faisait 2 diagnostics par jour. Mais rapidement, il fut obligé de multiplier ses séances car les malades avaient besoin de lui. Il estimait qu'il devait aider les gens. Alors il a fait 2, 3, 4, 5 et parfois 9 ou 10 diagnostics par jour. Et c'était vraiment trop. Edgar Cayce était épuisé. Terrassé par une attaque cardiaque, il mourut le 3 janvier 1945. Il avait fait un travail colossal et a laissé plus de 120 000 pages de diagnostics. Et depuis 40 ans, ce sont ces interprétations dont se servent les médecins qui croient au mystérieux don d'Edgar Cayce. Katie, cette radio de votre dôme montre que vous avez une déviation de la colonne vertébrale. En 1986, après avoir appris qu'elle souffrait d'une névrite optique, Cathy Comora entendit parler d'un médecin ostéopathe qui avait étudié les diagnostics d'Edgar Cayce pendant 30 ans. Cayce a été très précis sur les parties de la colonne vertébrale à remettre en place et il conseille un traitement pour les problèmes oculaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il avait diagnostiqué la névrite optique en particulier. Lui, il parle de problèmes de vision et de cécité. Et j'ai suivi ses recommandations. Je n'ai pas soigné une névrite optique. Nous allons d'abord vous étirer pour stimuler la circulation sanguine. Le lendemain de cette consultation, elle m'a appelé pour me dire que ça allait mieux. On a continué le traitement et en 7 jours, elle a recouvré la vue. Le docteur John Pagano est persuadé que ce sont les traitements préconisés par Edgar Cayce 40 ans plus tôt qui ont permis à Cathy de recouvrer la vue. De nombreux médecins sont sceptiques en ce qui concerne ces diagnostics. Je pense que la plupart des diagnostics de Cayce sont illusoires et que quand ça fonctionne, c'est l'effet placebo. Si vous êtes convaincu qu'une personne va vous guérir et qu'elle vous donne du sucre à la place d'un médicament, vous allez peut-être guérir, car le pouvoir du cerveau est très puissant. Je crois au pouvoir du cerveau. Et j'ai essayé de concentrer toute ma volonté pour guérir avant d'aller consulter le docteur Pagano. Mais ça n'a pas marché.
Et c'est seulement après que le docteur Pagano ait remis mes vertèbres en place que j'ai recouvré la vue. Je ne crois pas qu'Edgar Cayce avait des pouvoirs en tant que médium. Et la médecine médiumnique, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut se méfier de ceux qui proclament qu'on peut diagnostiquer des maladies par des moyens mystiques. Comment expliquer la vie étonnante de cet homme? Certains le considèrent comme un charlatan, d'autres comme un prophète. La communauté médicale refuse de cautionner ses diagnostics et ses traitements. Et pourtant, des milliers de malades dans le monde continuent de faire confiance aux dons mystérieux d'Edgar Cayce. Étonnant personnage, donc les Américains l'appelaient Monsieur Mystère et il passe donc pour être le plus grand médium américain. Alors pour en savoir plus sur Edgar Cayce, la grande spécialiste française, Dorothée Coquelin-Bismont, qui a beaucoup publié d'ailleurs sur Edgar Cayce chez Robert Laffont. Voilà, la première question que pose ce film, et je ne sais pas si Edgar Cayce s'en est expliqué lui-même, mais où est-ce qu'il allait chercher tout ça quand il dormait? Il disait qu'il avait accès au dossier akashique, c'est-à-dire qu'il se décrivait comme ayant accès lui-même au dossier, aux enregistrements. Vous savez que, en principe, tout ce qui existe, tout ce qui se produit, tout ce qui se fait est enregistré quelque part dans l'invisible. C'est ce que les Indiens appellent les dossiers akashiques, et Cayce disait, eh bien, je vais consulter les dossiers pour tel cas et telle personne, et j'en rapporte les informations. Il y était pour rien, lui. Ce qu'il disait n'émanait pas de lui. C'était un dédoublement complet. Parce qu'à l'état normal, c'était un brave type tout à fait normal et tout à fait gentil, sans tellement spécialement de pouvoir. Enfin, un brave Américain du Sud, tout à fait bon père de famille. Et à l'état endormi en transe, alors c'était tout autre chose, avec une voix différente, un vocabulaire différent, des expressions différentes. Et sa famille était souvent très impressionnée. Il était habité, quoi. Ah, tout à fait. Combien de lectures, entre guillemets, a-t-il fait durant toute sa vie? Alors, on pense qu'il y en a plus de 12 000. Il y en a qu'on n'a pas retrouvé, mais il y a plus de 12 000 lectures. Et c'est curieux parce que ce mot lecture ne voulait rien dire, parce que pas plus en américain qu'en français, lectures. Et alors, on le dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous appelez ces consultations médiumniques, ces voyances, pourquoi est-ce que vous les appelez des lectures? Et il a dit, mais c'est parce que je lis les dossiers akashiques. On lui donnait un dossier, il le lisait. Oui. Les médecins qui se réclament de lui aujourd'hui ou qui utilisent ces méthodes, mais il y en a beaucoup, vous savez. Non, mais ça veut dire quoi? Je veux dire, on comprend pas bien. Alors, ça veut dire qu'ils vont dans cette bibliothèque qu'on a vue dans le film à un moment, puis qu'ils cherchent un diagnostic équivalent. J'ai vu, à la Fondation Edgar Cayce, dont vous avez vu un des bâtiments, il y a une immense bibliothèque dans laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, et j'ai vu là des médecins qui venaient des États-Unis tout entier, et même, je peux dire, du monde tout entier, et qui étudiaient cas par cas les prescriptions de Cayce pour chaque patient. Il y a des médecins français qui ont recours aux lectures de Cayce. Il n'aime pas beaucoup le dire, mais il y en a beaucoup qui font appel et qui s'en inspirent. Et qui y croient et qui les étudient. Oui, j'en connais personnellement, bien sûr. Et qui parviennent à des résultats. Ah oui, tout à fait, et qui sont très contents. Mais ils s'en cachent. Pardon? Ils s'en cachent, j'imagine. C'est difficile pour eux de le dire. Bon, ils me le disent, mais c'est difficile de s'en vanter parce qu'ils risqueraient d'avoir des ennuis. Mais aux États-Unis, il y a tout un groupe de médecins qui travaillent suivant les méthodes d'Edgar Cayce. Et il y a des chercheurs, des universitaires, des scientifiques. Et il y avait même une clinique qui avait existé à Phoenix, en Arizona, où on soignait, suivant les méthodes d'Edgar Cayce, des médecins, avec beaucoup de succès. Et en France, il y en a beaucoup? En France, il y en a, j'en connais beaucoup, mais c'est très discret. Un aperçu rapide des autres talents, car ils étaient nombreux, d'Edgar Cayce. Les prophéties. Citez-nous une prophétie vérifiée. Par exemple, il avait annoncé l'assassinat de Kennedy. Il avait dit, vous allez voir arriver le 2e président des États-Unis qui va être assassiné en cours de fonction à cause du règne de la pègre. Et quand il a dit ça, personne n'a compris. Et quand Kennedy a été assassiné, on a relu la lecture, on s'est dit, mais c'est ça, avec des tas de détails. Et puis, il avait annoncé la guerre du Golfe. Et moi, j'avais traduit ces prophéties, et il disait, surveillez le Golfe, il y aura la guerre du Golfe. Il avait donné une date? Non, il n'avait pas donné de date, il avait dit que ça viendrait après lui, et que ça viendrait à la fin du siècle. Et quand j'ai traduit ça, moi, je n'avais pas du tout compris. Et quand j'ai vu arriver la guerre du Golfe, avec les manchettes de journaux qui s'étalaient partout, la guerre du Golfe, je me suis dit, mais c'est ça, il l'avait dit.
En tout cas, ceux d'entre vous qui voudraient en savoir plus sur Edgar Cayce, je les renvoie à tous les livres écrits par Dorothée Coquelin-Bismont, qui est, je crois, la seule spécialiste d'Edgar Cayce en France. Oui, j'ai passé 3 ans à la Fondation Edgar Cayce et je n'ai vu personne d'autre de français travailler sur les dossiers. Merci Dorothée Coquelin-Bismont. Merci. Vous vous souvenez sans doute de Marthe Robin, cette mystique française qui a survécu pendant plus de 50 ans sans manger, ni boire, ni dormir. Elle était ce que l'on appelle une inédique. Et vous avez été assez nombreux à nous demander des renseignements sur ces destins absolument extraordinaires. Eh bien, je vous signale la sortie récente d'un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Les pouvoirs mystérieux de la foi » aux éditions Perrin, un livre écrit par l'académicien Jean Guiton et par l'écrivain journaliste Jean-Jacques Antier. C'est une analyse et une description de tous les phénomènes extraordinaires qu'ont vécu un certain nombre de mystiques. Et dans ce livre, 29 cas d'inédits sont recensés, des cas qui ne sont pas des supercheries, qui ont été constatés par les médecins. Et naturellement, de tous ces cas d'inédits, c'est celui de Marthe Robin qui reste le plus troublant. Marthe Robin, une femme qui souleva et soulève encore des polémiques. Une femme qui passionne historiens, médecins et prêtres. Une femme qui pendant 50 ans vivra sans manger, ni boire, ni dormir, paralysée et alitée dans l'obscurité totale. On me dit, je le crois que, parce que j'avais fait une enquête, vous savez, sérieuse, qu'elle ne peut ni manger ni boire. Oui, c'est vrai qu'on lui donnait une cuillère à café, ça ressortait par les narines. Bon, pourquoi? Parce que son encéphalite avait fichu en l'air, il s'est plus de déglutition, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas avaler. Et ses fonctions digestives étaient arrêtées. C'est ici, à Châteauneuf-de-Galore, un petit village de la Drôme, qu'est née Marthe Robin en 1902. Elle y aura une enfance heureuse mais difficile, car ses parents sont de modestes cultivateurs et la vie dans les campagnes est rude à cette époque. Jusqu'à l'adolescence, Marthe sera une enfant vive, gaie et très pieuse. Mais c'est à l'âge de 16 ans que tout bascule. Marthe est alors frappée d'un mal mystérieux. Marthe, je l'ai rencontrée alors que je ne désirais pas la connaître. J'avais entendu parler d'elle, naturellement, mais j'avais une très mauvaise idée sur elle. Je pensais que c'était une sorcière et j'ai toujours détesté les sorcières. Pendant 10 ans, de l'âge de 16 ans à l'âge de 26 ans, Marthe sera tourmentée par des souffrances atroces, au cours desquelles son corps se paralysera progressivement. C'est aussi pendant cette période qu'elle commencera à ne plus pouvoir s'alimenter. Vous devriez remercier Dieu de vous la donner. Tenez, mangez. Quelqu'un qui ne boit pas et qui ne mange pas ne peut tenir qu'entre 3 jours et 8 jours en moyenne chez quelqu'un en bonne santé, de la quarantaine, sans problème extérieur. En 1942, d'éminents médecins de Lyon, les professeurs Deschaumes et Ricard, viennent examiner Marthe très en détail. Ils constatent dans leur rapport que Marthe est paralysée, qu'elle est aveugle et que son appareil digestif ne semble pas fonctionner. Ils émettent l'hypothèse qu'elle pourrait souffrir des séquelles de la fièvre typhoïde qui l'avait frappée dans son enfance. Cependant, d'autres médecins n'acceptent pas cette explication. Marthe Robin, elle est tout sauf malade et handicapée. Elle est très intéressante à nombreux points de vue, mais elle n'est pas malade organiquement. Il y a une chose pourtant que Marthe parvient à avaler, la Sainte Hostie. Ce fut sa seule nourriture pendant 50 ans. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir. Dites seulement une parole et je serai guérie. Je ne conseillerais à personne de se contenter d'une hostie par semaine et de 3 gouttes sur les lèvres pour les décoller. Dites au bout de la langue. Non, c'est pas possible. Mais on ne vivrait pas. Or, elle a vécu 50 ans. Pour parler, pour sourire, pour rire, pour grimacer, pour faire n'importe quelle mimique du visage, il faut contracter les muscles. Et pour contracter les muscles, on en revient toujours au même problème, il faut de l'énergie. Avoir de l'énergie, c'est avoir de la matière première, donc s'alimenter ou boire. Comment expliquer ce prodige défiant toutes les lois du corps humain? Quelle est la raison de ces terribles souffrances? Marthe, elle, donne un sens à sa douleur. Elle sait qu'elle a une mission à remplir auprès des hommes
et que Dieu lui a demandé de se sacrifier pour eux. À partir de 16 ans à 26 ans, elle était prise dans une spirale de maux abominables dans lequel elle était de plus en plus paralysée, dans lequel elle ne pouvait plus manger, elle pouvait parler, mais elle finissait par n'y voyait plus, ou elle ne supportait plus la lumière, et elle souffrait atrocement. Pendant 50 ans, prisonnière de son mal, Marthe ne sortira plus de sa petite chambre obscure. Ces manifestations sont le reflet d'une lutte et d'une stratégie de lutte contre une angoisse névrotique. Une angoisse névrotique qui se manifeste au plein jour au moment de l'adolescence, à 16 ans. Une angoisse névrotique qui est telle que le seul moyen qu'a Marthe Robin à ce moment-là, c'est la fuite. C'est vers 1930 que commence ce que beaucoup appellent sans réticence un miracle. Chaque vendredi, Marthe revit la passion du Christ. Sur son corps apparaissent les mêmes blessures que celles du Christ sur la croix. Dans de terribles souffrances, du sang s'écoule de ses pieds. De la plaie ouverte sur le flanc gauche et de ses mains percées. Et comme si la couronne d'épines du Christ la blessait, il y a du sang sur son front. C'est ainsi que tous les vendredis, Marthe accepte de souffrir comme le Christ l'a fait, par amour pour les hommes. Ça commençait par des maux de tête intenses qui partaient du centre du cerveau, qui s'irradiaient jusqu'au niveau de la calotte crânienne, pendant 1h30 environ. Et j'ai vu plusieurs patients chez elle. Et apparaissaient sur le front des turgescences dermiques, c'était sous-épidermique, comme des veines qui se gonflaient, si vous voulez. Et mon Dieu pourra vous dire ce que nous savons. Il y avait d'autres moments terribles dans la vie de Marthe. Des moments où elle semblait lutter contre des forces d'une incroyable violence. Pour elle, ces forces, c'était le diable qui essayait de la posséder. Et chaque semaine, avant de vivre la passion, Marthe se livra à un combat avec les démons. Retrouver Marthe le lendemain hors du lit, des dents cassées, des bosses sur le crâne. Rappelons qu'elle était totalement paralysée, ce n'est pas elle qui pouvait s'échapper de son lit. En 1932, un prêtre de Lyon, l'abbé Finet, vient rendre visite à Marthe pour lui apporter un cadeau. Antonio le curé, croyez-vous vraiment qu'elle ne mange pas? Elle ne mange rien. Mon père, vous êtes celui que Dieu m'envoie pour prêcher mes retraitants. C'est vous qui devez venir à Châteauneuf créer le premier foyer de charité. Mais je ne suis pas du diocèse de Valence, mais celui de Lyon. Ne vous inquiétez pas, Dieu s'occupera de tout. Elle savait que c'était celui qui devait venir, mais lui ne le savait pas encore. Et alors, il devait rester 10 minutes, il est resté 6 heures. Et à la fin, elle lui a dit, c'est vous qui allez créer les foyers de charité et d'amour. Pendant 40 ans, l'abbé Finet va consacrer sa vie à la mission de Marthe. Grâce à lui, sans bouger de sa chambre, elle va créer 70 foyers de charité partout dans le monde. Il y avait dans Marthe des choses invraisemblablement extraordinaires, comme le fait qu'elle ne mangeait pas, qu'elle ne dormait pas, qu'elle ne buvait pas, qu'elle causait avec le démon. Bon. Et puis, quand on parlait à Marthe de ces choses extraordinaires, elle vous disait « Les choses qu'on vous raconte sur moi, ça n'a aucune importance. Je n'y attache aucune importance. » Marthe, c'est la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée.
Marthe Robin est morte le 6 février 1981, à l'âge de 79 ans. Sa notoriété fut telle que durant toute sa vie, elle reçut près de 100 000 personnes qui venaient chercher auprès d'elle le réconfort et la lumière. 8 000 fidèles ont assisté à son enterrement, ainsi que plus de 200 prêtres, évêques et archevêques. Pour beaucoup, Marthe est une sainte, mais l'Église ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Sa vie reste un prodige dont la science ne peut expliquer le mystère. Il faut préciser que pour aussi exceptionnelle que soit l'histoire de Marthe Robin, les cas d'inédits existent encore de nos jours et en France même. Et d'ailleurs, Mystère vous racontera prochainement l'histoire d'une inédite française toujours vivante. Bien, voilà maintenant le moment de retrouver Marielle Fournier, de retour de vacances pour le journal de Mystère, un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant. Alors Marielle, vous allez d'abord nous parler, curieusement, du Saint-Suaire de Turin. Je croyais, et tout le monde croyait que c'était une affaire réglée. Eh bien non. Il y a du nouveau. Oui, il y a du nouveau. Alors je vais vous rappeler un petit peu le Saint-Suaire. Vous savez, c'est le linceul du Christ à sa mort qui a gardé un peu comme un négatif l'empreinte de son visage, sa couronne d'épines, avec même quelques gouttes de sang. Donc il y a 5 ans, un chercheur de Cambridge a établi, après une analyse au carbone 14, qu'il ne datait pas du 1er siècle de notre ère, mais de 1390. Stupeur, ce serait un faux. Mais voilà, enfin, un vrai faux, c'était pas le linceul du Christ. Un vrai faux, voilà, un vrai faux. Alors devant l'embarras du Saint-Siège, les scientifiques se sont penchés sur la question. Nouvelle réunion au sommet au mois de juin dernier à Turin, et la coup de théâtre, ce n'est plus le linceul qui est mis en cause ou qui est remis en cause, mais la fiabilité du carbone 14. La fiabilité, c'est un chercheur russe qui a établi que peut-être que le carbone 14 ne serait pas assez précis sur ce type d'étoffe, le lin. Alors si on le remet en cause pour le Saint-Suaire et qu'il faut le remettre en cause aussi pour d'autres expériences. Alors pour l'instant, on ne sait donc pas. Le Saint-Suaire date-t-il vraiment de l'époque de Jésus-Christ ou bien a-t-il été fabriqué au XIVe siècle? Le mystère demeure. Du nouveau aussi, Marielle, à propos de ce que l'on appelle les trans, qu'il s'agisse de trans, hypnotiques, médiumniques, etc. On connaît bien ça dans Mystère, on en parle souvent. Et voilà qu'on saura exactement en quoi ça consiste. Oui, alors la transe, il faut expliquer que c'est un petit peu une sorte d'état second, vous savez, d'extase qui touche certaines populations en train de prier, en train de danser, et qui leur permet d'élever leur âme pour entrer en communion avec leur divinité. Alors l'explication serait la respiration, ou plutôt l'excès de consommation d'air, des inspirations plus grandes, plus fréquentes, et donc une overdose d'oxygène qui stimulerait le système nerveux. Alors généralement, les défenses naturelles de l'organisme entrent en jeu pour stopper le phénomène. Donc le phénomène ne dure pas, mais vous voyez qu'il n'y a rien de surnaturel ou de paranormal à la transe. Et pour en rester, Marielle, au sujet dont on traite fréquemment dans Mystère, est-ce que l'état de possession pourrait s'apparenter à la transe? Alors c'est un autre stade puisque l'état de conscience est modifié quand il y a possession. Les choses sont beaucoup moins claires. D'après des statistiques de 1956, sur 5000 cas répertoriés, 3 ont été reconnus authentiques, les autres relevant de la psychiatrie. 3 cas de possession véritable sur 5000 cas. C'est effectivement très rare. Alors j'ai vu que vous adoriez les histoires de trésors tout à l'heure en regardant le reportage sur Rommel. J'en ai parlé d'ailleurs après le film sur le trésor de Rommel. Vous avez retrouvé un autre trésor qui a beaucoup moins de valeur d'ailleurs, si ce n'est une valeur historique, c'est le trésor des Visigoths. Voilà, alors on va dans le Lot-et-Garonne. C'est les Visigoths qui ont abandonné leur trésor en fuyant quand Clovis est arrivé. C'était au 5e siècle. Regardez. En France, quelques régions ont encore des trésors. Des forêts impénétrables et des grottes où personne n'est entré depuis des siècles. Le Lot-et-Garonne a été peuplé par périodes successives avec donc les Gaulois, les Romains, donc après les Gallo-Romains, les Visigoths et toute la période moyenâgeuse qu'on a connue avec toujours des incursions extérieures à notre région. Je travaille donc dans le tourisme avec une volonté de valoriser mon patrimoine culturel insolite de mon département. Alors les lieux insolites, ce sont particulièrement des chapelles sous terre, creusées à même la falaise, complètement occultées dans leur architecture, donc toujours cette connotation de peuples constamment envahis ou harcelés. Ces lieux mystérieux ont servi de refuge aux Visigoths au 5e siècle. Ils y pratiquaient des cultes dont on peut encore trouver quelques vestiges. En
insolite aussi. Les façades qu'on a trouvées donc dans ces falaises sont sur une échelle d'à peu près une dizaine de mètres de haut. Une particulièrement qu'on appelle la grande face, qui représente un visage. Les deux yeux sont dessinés, un œil est occulté. Plus bas, nous trouvons donc le nez qui était dessiné en forme de plateforme et d'oratoire, et complètement en suivant dans le même prolongement la bouche en bas qui forme une caverne où on a retrouvé certaines traces de civilisation. L'intéressant, c'est quand on arrive à dater ces souterrains. Alors on peut les dater quand on trouve des objets de différentes matières. On trouve de la terre cuite, on trouve des objets en bronze, en pierre. Et alors, à ce moment-là, étant donné les objets que l'on trouve, on arrive à dater ces objets. Christian Bortotto et quelques amis se sont lancés dans l'exploration de certains de ces souterrains. Il y a quelques mois, ils y ont découvert des objets utilisés il y a 1500 ans. Très souvent, ces souterrains sont bouchés sur 2-3 mètres. Et en fin de compte, après un travail de déblaiement, on tombe directement dans les galeries. Et là, on découvre des objets abandonnés par les gens du site dans l'état. Le mobilier de ces souterrains est composé de poteries, de boucles de ceinture, d'éperons, de pièces qui nous permettent justement de dater les différentes périodes de vie dans ces souterrains. Ces objets ont surtout une valeur historique, mais dans la même région, une épée wisigoth a été estimée à plusieurs centaines de milliers de francs. Dans les grottes qui nous occupent, on a trouvé des objets qui permettent de penser que, d'une part, ce sont des grottes qui ont été habitées à l'époque des Visigoths, de l'invasion des Visigoths, et qui, par la suite, ont été occupées par l'époque mérovingienne. Il y a encore des grottes inexplorées qui contiennent certainement des objets anciens. Notre région est pleine de trésors culturels, et je crois que notre travail à nous, c'est de promouvoir ces sites pour pouvoir les faire visiter au plus grand nombre, et que les gens retrouvent à travers ces vestiges leur passé et l'émotion qui en découle. Aléric, le roi des Visigoths, s'est enfui en 507 après avoir été vaincu par les armées de Clovis. Selon la légende, il a emporté dans sa fuite un fabuleux trésor. On perd la trace du roi Aléric dans le sud-ouest de la France. Peut-être le trésor des Visigoths s'y trouve-t-il encore. Et puis Marielle, un autre sujet dont on a également beaucoup parlé dans Mystère, c'est la planète Mars, mais là l'actualité est pas très heureuse. Oui, alors la planète Mars, la planète fétiche de Mystère, vous savez qu'il y a un mois, la NASA a eu un gros coup dur puisqu'elle a perdu le contact avec la sonde Observer. Alors la sonde devait se mettre sur orbite autour de Mars pour l'étudier vraiment dans le détail et pour préparer l'arrivée de l'homme le siècle prochain, puisque c'était à peu près le programme prévu. Alors cet échec de la NASA équivaut à quand même la perte d'1 milliard de dollars. Et surtout, elle remet complètement en cause les futures missions, notamment l'installation de stations fixes sur Mars par les Russes, c'était prévu l'année prochaine, et puis le déploiement d'un aérostat fabriqué à Toulouse d'ici 1996. Je suis étonné que personne n'ait encore fait l'hypothèse d'un coup des extraterrestres pour empêcher la progression de la colonisation de l'espace par l'homme. Et puis, dernière nouvelle de votre journal, ce sont des nouvelles de la banquise. Ah oui, je vais vous poser une petite colle. Ouais. D'après vous, pourquoi les ours polaires supportent-ils le grand froid ? C'est comme les Esquimaux, c'est parce qu'ils mangent des graisses, de l'huile, du phoque, etc. Voilà. Alors, effectivement, il y a la graisse, la fourrure, mais il y a un plus, c'est leurs poils creux. Ils captent la lumière, la conduisent jusqu'à la peau sombre de l'animal qui en fait des calories, comme des capteurs solaires en fibre de verre, sauf que ceux-là sont efficaces avec les ultraviolets, donc en région nuageuse, et qu'ils ont un rendement 2 fois plus grand. Si on va sur la banquise, il n'y a plus qu'à se mettre un manteau en poil d'ours solaire. Bien, merci Marielle. Avant de nous séparer, ne nous quittez pas tout de suite, j'ai quelques informations à vous donner. D'abord, si vous voulez assister à l'émission Mystère 3615 code TF1, si vous avez à nous communiquer des histoires extraordinaires qui peut-être un jour seront racontées dans Mystère, boîte postale 2008 92 518 Boulogne-Cedex. Et puis une information très importante, je vous demande toute votre attention. Nous avons découvert que certains abusent de votre bonne foi, affirment qu'ils ont été invités à Mystère ou qu'ils seront invités prochainement à Mystère pour, moyennant évidemment finance, vous proposer leurs services. Alors, ne leur ouvrez pas votre porte, ne leur répondez pas, renseignez-vous auprès de TF1 ou auprès de la production. Il semble en effet que beaucoup de soi-disant médiums, pour ne pas dire des charlatans, abusent en effet de nous et de vous également. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous pour un autre mystère dans un mois. Bonsoir.